En France, chaque année, environ 50 000 mineurs disparaissent. Certains restent introuvables pendant quelques heures, d'autres pendant plusieurs mois. Il y a ceux qui ne seront jamais retrouvés. Durant les années 70, les disparitions étaient tellement fréquentes qu'ils ont commencé à publier les photos des enfants sur les cartons de lait vendus au supermarché pour atteindre un plus grand nombre de personnes. Plus tard, le dispositif Alerte Enlèvement a été mis en place. Ce dispositif permet de diffuser sur plusieurs canaux une alerte en cas d'enlèvement de mineurs. Cela a permis à de nombreux enfants d'être retrouvés, mais malheureusement, tout le monde n'a pas eu cette chance. Voici les 6 affaires d'enfants disparus non élucidées à ce jour. Le 19 juillet 1996, Léo Bellé, un enfant de 6 ans, fait du camping avec son père et des amis de celui-ci près du lac Fourchu dans l'Isère. En fin d'après-midi, il accompagne un couple et un ami chercher de l'eau et une cascade pas loin de là. Mais il est vite fatigué et décide de retourner vers son père qui est resté au campement à moins de 100 mètres de là. De retour de la cascade, les amis du père de Léo remarquent l'absence de l'enfant. Le père leur affirme qu'il ne l'a pas vu revenir après son départ. Malheureusement, plus personne ne le reverra. L'enfant semble s'être totalement volatilisé. Tous les environs ont été fouillés mais aucune trace du petit n'a été retrouvée. L'enquête a été clôturée en 2013 et l'affaire a été classée irrésolue. Plusieurs années après la disparition, un homme surnommé le Caméléon, Frédéric Bourdin de son vrai nom, s'est fait passer pour le petit Léo auprès de sa famille, mais un test ADN a révélé la supercherie au bout de 2 jours. Frédéric n'était pas à son premier coup. En 15 ans, il s'est fait passer pour 2 enfants disparus auprès de leurs parents. Il a aussi utilisé plus de 500 identités factices dans de nombreux pays du globe, comme celle d'un orphelin espagnol ou encore d'un fugueur traumatisé. En 2005, il s'est fait passer pour un ado de 15 ans au collège Jean Monnet, alors qu'il avait en réalité 31 ans. Pendant un mois, personne n'a rien remarqué. Finalement, une des surveillantes verra sa photo à la télé, il sera tout de suite arrêté. Après toutes ces usurpations d'identité, il a déclaré que son seul but était d'être aimé et qu'on prenne soin de lui. Le 19 janvier 2014, Habib Neder, alors âgé d'1 an seulement, est enlevé à Toulouse par son père à l'issue de son week-end de garde. Les parents d'Habib s'étaient séparés en octobre 2013 après que Jennifer Dana, la mère du petit, ait témoigné de violences conjugales. Quelques mois après l'enlèvement, le corps du père de l'enfant a été retrouvé décapité près d'un barrage en Ariège. La cause de son décès reste à ce jour un vrai mystère et le petit est toujours introuvable. En avril 2016, 2 ans après sa disparition, les gendarmes vieillissent la photo d'Habib pour un appel à témoins. Shahrazed Bendouyou avait 10 ans lorsqu'elle a disparu, c'était le 8 juillet 1987 à Bourgoin-Jallieu. Cet après-midi-là, Férouz Bendouyou, la sœur de Shahrazed âgée de 11 ans au moment des faits, regardait des dessins animés à la télé. C'est alors que Shahrazed lui a demandé de l'accompagner pour jouer dehors, chose qu'elle a refusée. La petite a alors décidé de sortir toute seule pour la toute première fois, ses parents lui avaient donné l'autorisation. En partant, elle avait descendu la poubelle au sous-sol du bâtiment, la fillette de 10 ans ne reviendra jamais. Personne ne sait encore ce qui lui est arrivé. Sa sœur Férouz, aujourd'hui âgée de 40 ans, a continué à la chercher pendant près de 30 ans et n'a toujours pas abandonné. Elle lutte pour obtenir une réponse. Voici ce qu'elle avait déclaré aux médias. Dans les heures qui ont suivi sa disparition, ma mère et moi sommes allés la chercher chez les voisins dans le quartier. Je râlais, je ne comprenais pas, je me souviens que je disais quand on va la retrouver, je lui passerai un savon. Plus tard, elle affirme, je voyais tout ça avec mes yeux d'enfant, je découvrais des concepts dont je n'avais jamais entendu parler. On me parlait de pédophilie, de prédateurs sexuels, de ravisseurs. Je ne savais même pas que tout cela existait. Ma vie qui était douce et heureuse est brutalement devenue un enfer. Plus aucun d'entre nous ne pouvait sortir seul, on a passé l'été tous cloîtrés chez nous. En 2014, la justice a rendu une ordonnance de non-lieu, c'est-à-dire l'abandon de l'enquête. Cependant, 1 an après, en 2015, la famille Bendouyou a pu obtenir la réouverture de l'enquête. Cela a renforcé leur conviction de découvrir ce qui est arrivé à Shahrazed, notamment grâce aux avancées de la science et des découvertes obtenues grâce aux analyses ADN. L'affaire des disparus de Perpignan ainsi que les meurtres de Lassis ont été résolus grâce à ces analyses. Férouz ne croit toutefois pas que sa sœur soit encore en vie. Elle déclare « Je pense qu'elle est morte, mais j'aimerais lui permettre de reposer en paix. Mes parents attendent eux toujours son retour. Ils s'imaginent qu'une petite fille de 10 ans va frapper à la porte un matin et dire « Coucou, je suis revenu ». Le 21 décembre 1995, Aurore Pinson, qui a 14 ans au moment des faits, quitte le domicile familial avec son vélo pour se rendre à l'école. Plus personne ne l'a revue depuis. Les enquêteurs ont d'abord pensé à une fugue, mais au fil des jours, ils ont écarté cette piste. Depuis 20 ans, aucune piste sérieuse n'a été découverte, personne n'affirme l'avoir vue et aucun corps n'a été retrouvé. L'enquête sur cette affaire est toujours ouverte et la police a vieilli la photo de la jeune fille dans l'espoir de la retrouver. Le 14 décembre 1991, Jérôme Canté, un enfant de 10 ans, avait quitté son domicile pour aller acheter un cadeau de Noël à sa mère. Il était allé avec son skateboard et c'était la première fois qu'il sortait seul. Sa mère allait le rejoindre peu de temps après dans le centre commercial de la Défense. Malheureusement, à son arrivée, l'enfant avait disparu. Son skateboard sera retrouvé 2 jours plus tard par la police au fond d'un couloir réservé au personnel qui mène à un parking. Malgré les longues recherches, aucune piste sérieuse n'a été découverte. Aucun commerçant n'affirme n'avoir vu l'enfant. Jérôme n'a jamais été retrouvé.
Rien ne peut être pire pour un parent que la disparition de l'un de ses enfants. La famille Soder a pourtant subi le pire. George et Jenny Soder ont eu 9 enfants. En 1945, après avoir fêté le réveillon de Noël, les enfants sont montés dans leur chambre pour jouer avec leurs nouveaux jouets. Vers minuit, Jenny Soder, la mère, reçoit un appel téléphonique d'une femme qui demande à joindre une personne que Jenny ne connaît pas. Elle lui explique qu'elle s'est sûrement trompée de numéro et la femme mystérieuse ricane avant de raccrocher. À 1h30, alors qu'elle venait à peine de s'endormir, un bruit sourd la réveille. Leur maison est en feu. Les 2 parents ainsi que 4 de leurs enfants réussissent à sortir de la maison. Le père court chercher son échelle pour essayer de sauver les 5 enfants restés à l'intérieur, mais étrangement l'échelle n'était plus à sa place habituelle et n'a d'ailleurs pas pu être retrouvée à proximité. Encore plus étrange, les 5 enfants restés à l'intérieur ont mystérieusement disparu. Leurs corps n'ont pas été retrouvés dans les débris de l'incendie. Cette affaire n'a malheureusement jamais été résolue. Le 25 mai est déclaré Journée internationale des enfants disparus. Créée pour renforcer la lutte contre la pédophilie et les réseaux pédocriminels, cette journée mondiale est soutenue par différentes instances, notamment européennes. Cependant, certains de ces enfants sont exploités dans des réseaux pédophiles et ne sont parfois jamais retrouvés. Pour cette raison, la Commission européenne insiste sur la nécessité d'une coopération internationale pour éradiquer les crimes sur Internet, la pédopornographie et l'exploitation des enfants. Comme à son habitude, Radio des Sans-Voix vous invite à suivre ce reportage réalisé dans les rues de Paris et d'Alger. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Le 25 mai est déclaré Journée internationale des enfants disparus ou kidnappés. En tant que Français, avez-vous déjà entendu parler de cette journée ? Pour être honnête, pas du tout. J'ai jamais entendu parler de cette journée. Non. C'est la première fois que je connais qu'il y a une journée internationale pour les enfants kidnappés. Non, jamais, navré. L'objectif de cette journée d'action est de sensibiliser autour de cette cause qu'on ne connaît qu'à travers quelques cas très médiatisés. Quels sont les cas d'enfants enlevés que vous connaissez ? Je me rappelle surtout dans les années 90, 95, 96, une fille qui s'appelait Marion et dont les photos étaient partout, même sur les packs de lait. C'est-à-dire qu'on entend pas mal, oui c'est vrai, il y a des cas qui sont très médiatisés, on les entend beaucoup à la télé, mais alors comme ça des noms. Donc je crois qu'il y avait celle qui s'était fait enlever dans le sous-sol pendant des années aussi, je me souviens plus de son nom. Ah oui, voilà, Natacha Campouche. Et puis oui, c'est vrai que moi je viens du Sud et il y a beaucoup de cas. Il y a le Lucas en ce moment qui est disparu. En fait, ça fait pas longtemps que je suis en France, je suis étrangère et ça fait quelques années que je suis ici. Et du coup, non, en France, je sais pas trop. Mais dans mon pays d'origine, c'est un phénomène dans le Moyen-Orient qui est assez propagé. Pour des motifs de trafic des organes ou pour les faire travailler en tant qu'enfants des rues, quoi. Mais ça, c'est au Moyen-Orient. Je ne sais pas, en France, franchement, je connais pas trop. Du coup, j'imagine que le dispositif alerte enlèvement, ça vous dit pas quelque chose, ça vous dit pas grand-chose. Non, l'alerte enlèvement, aussi dans mon pays d'origine, ça réside dans le fait où on fait une annonce à la télévision, on diffuse la photo d'un enfant ou d'un adulte avec les coordonnées. On dit aux personnes, si quelqu'un a vu cette personne, n'hésitez pas de contacter le numéro suivant. C'est ça l'alerte enlèvement chez nous, mais ici je sais pas. Grâce au dispositif Alerte Enlèvement, beaucoup de cas d'enlèvement ont été élucidés dès les premières heures du déclenchement de l'alerte. Que connaissez-vous de ce dispositif ? Je sais que Alerte Enlèvement, si ça marche plutôt bien. En règle générale, ils font de la pub à la télévision, dans les journaux. On voit des affiches un peu partout, donc je pense que ça doit marcher plutôt pas mal. Mais après, je sais pas si ça permet de sauver beaucoup d'enfants. Aucune idée. Il me semble qu'ils ont été quasiment tous retrouvés après le déclenchement de l'alerte. Il y a qu'un tant cas où mieux. il n'a pas été retrouvé grâce au déclenchement de l'alerte, mais il a été retrouvé après. C'est génial. Je connais ce dispositif, je sais pas très bien comment il fonctionne, juste je vois les alertes à la télévision, mais je peux pas en dire plus, désolée. Sans prise en charge spécifique lors de leur séjour en prison et d'un suivi par la suite, les auteurs récidivent. Que proposeriez-vous pour mettre fin à ce fléau qui inquiète beaucoup de parents ? Je pense que la prison c'est pas la solution pour tout et clairement ces personnes elles ont besoin d'un suivi psychologique et que si on les aide pas à surmonter leurs problèmes psychologiques ça ira jamais plus loin. Donc la prison n'est pas toujours la solution. Je trouve ça bête de penser que y a que comme ça que ça va régler les choses.
En fait, je trouve que les recommandations que j'ai à faire, c'est par rapport aux parents, le côté parents. Je conseille les parents de prendre soin de leur enfant dans le sens où de les surveiller tout le temps, en faisant les courses, les shopping et tout, de les surveiller tout le temps. Pour moi, c'est la seule recommandation que je peux faire. Ça va paraître assez réactionnaire, mais je dirais que les gens qui récidivent en plus pour les enlèvements d'enfants devraient vraiment pas sortir de prison, être condamnés à une vraie perpétuité ou bien être vraiment astreints à énormément de restrictions de liberté quand ils sortent. On peut pas relâcher ces gens-là dans la nature comme ça. Et vous pensez pas plutôt à un suivi psychiatrique plutôt qu'un emprisonnement? Disons les deux, je dirais. Vraiment, si on le libère, évidemment un suivi psychiatrique, mais vraiment des astreintes assez complexes quand même, puisque j'ai l'impression que c'est des délits c'est des délinquants qui ont tendance à vraiment recommencer, et c'est difficile de les relâcher comme ça en leur faisant uniquement confiance. Merci beaucoup. Le 25 mai est déclaré Journée internationale des enfants disparus ou kidnappés. Objectif de cette journée d'action, sensibiliser autour de cette cause qu'on ne connaît qu'à travers quelques cas très médiatisés. En tant qu'Algérienne, avez-vous déjà entendu parler de cette journée ? Moi, je crois que je l'ai vu passer sur mon Facebook ce matin, mais vite fait. Je ne sais pas beaucoup de détails, mais j'ai vu ça ce matin, oui. D'accord, et vous ? Non, j'ai jamais entendu. Non, je ne savais pas que ça existait. Non, du tout. C'est une nouveauté. Non, je n'ai pas entendu parler de cette journée. Moi aussi, non, je n'ai pas entendu. D'accord, mobiliser et ne pas oublier. C'est pourquoi cette journée du 25 mai est cruciale pour les familles des enfants kidnappés, ainsi que pour les associations qui se battent au quotidien à leur côté. Connaissez-vous des associations qui œuvrent pour lutter contre ce phénomène ? En Algérie, j'ai connaissance du réseau NADA qui s'occupe des enfants. Voilà, exactement. Je crois que j'ai entendu parler de NADA, mais c'est tout. Ouais. Non, j'ai jamais entendu. À votre avis, que faire lors d'une disparition inquiétante ? Faut signaler. Faut signaler à la police, à la gendarmerie. Et voilà, s'il y a des réseaux externes comme association, il faut suivre avec eux. Voilà. J'imagine appeler la police. Déjà, puis peut-être aller voir les voisins, les passants et tout pour voir s'ils ont vu quelque chose. Je crois que c'est ça. Appel numéro vert. Le 104. Il faut prévenir tout de suite les autorités concernées. Il ne faut pas attendre. Oui, on peut appeler aussi le numéro vert. La liste des disparitions et d'agressions d'enfants s'allonge ainsi de jour en jour. Peut-on parler aujourd'hui d'un phénomène d'enlèvement d'enfants de grande envergure ? En fait, honnêtement, j'en ai vraiment pas entendu parler, donc je pense que déjà c'est pas assez médiatisé, donc je pense pas que c'est assez pour qu'on puisse parler d'un phénomène de grande envergure, parce que vraiment on n'en entend vraiment pas parler. C'était rarement qu'on entend qu'un enfant a été kidnappé, mais maintenant ça devient quotidiennement. Je sais pas, la société, c'est plus comme avant. Comment lutter contre ce phénomène d'enlèvement d'enfants selon vous ? En Algérie, peut-être faire un numéro vert déjà pour signaler s'il y a des suspects. Et deux, c'est renforcer les associations. Renforcer les associations concernant surtout les enfants, le droit de l'enfant, etc. Et sensibiliser les enfants à l'école. Exactement. Sensibiliser les enfants et les parents. Pas que J'imagine peut-être en sensibilisant plus les enfants à l'école, peut-être en sensibilisant plus les gens pour qu'ils sachent qu'ils ont une grande responsabilité quand ils passent dans la rue, quand ils voient un individu louche qui tourne autour d'un enfant, il ne faut pas hésiter à intervenir, et je pense que c'est ça qui manque en Algérie. Je pense que les gens ils hésitent trop à intervenir quand ils voient des trucs louches dans la rue, donc je pense qu'il faudrait plus sensibiliser les enfants et les gens. Je voulais dire que maintenant les kidnappings des enfants, c'est devant leurs écoles, dans leur quartier. Les autorités algériennes doivent avoir plus de vigilance, faire des campagnes de sensibilisation aux écoles. Voilà,
Et sensibilisation à l'école, ne pas suivre n'importe qui. Les enfants sont faciles à enlever. Parce qu'il y a qui suivent les adultes facilement. Les parents doivent être plus vigilants. Il y aura plus d'agents de sécurité devant les écoles. Ça n'existe pas ici chez nous. Il n'y a pas de réseau de kidnappeurs. Il y a des pédophiles récidivistes en Algérie, déclarent certains psychologues algériens. Êtes-vous d'accord avec cela? Non, pas du tout, parce qu'il y a des exemples qui sont récents, comme la disparition de Larishan et d'autres qui sont venus après, donc c'est pas ça le problème. Le problème, c'est un réseau structuré, c'est sharia, voilà. Je pense que j'ai pas trop l'autorité pour répondre, mais juste comme ça, je dirais que à ce que je sais, il n'y a pas assez de prise en charge en prison, il n'y a pas beaucoup de réseaux d'aide pour ces pédophiles, donc je pense que ça se peut qu'il y a beaucoup de chances qu'ils soient récidivistes. Ouais. Je suis pas psychologue, je peux pas parler de ces problèmes-là. Si cette personne est récidiviste, je ne sais pas, ça existe vraiment des réseaux pour kidnapping et pédophilie en Algérie, comme on voit à l'étranger. On n'a pas passé des documentaires à la télé pour voir ce qui se passe vraiment en Algérie. Je ne connais pas s'il y a vraiment un réseau de pédophilie ou non.